Depuis plus d'un siècle, notre civilisation moderne repose sur l'utilisation d'énergie en très grande quantité. Mais comme on le sait, ces énergies ne sont pas toujours durables. Charbon, pétrole, gaz, des ressources fossiles qui ont alimenté l'industrialisation, mais au prix d'une lourde dette écologique. Même le nucléaire, avec ses centrales à fission, reste une solution controversée, efficace, mais génératrice de déchets à longue durée de vie, et parfois perçue comme risquée. Alors, face au changement climatique, à l'épuisement des ressources et à l'explosion des besoins énergétiques mondiaux, une question brûlante se pose. Est-ce qu'on peut produire une énergie propre, sûre et quasi illimitée? Et c'est là qu'intervient un mot presque magique, la fusion nucléaire, le moteur même des étoiles, la source d'énergie la plus puissante et la plus fondamentale de l'univers. Dans le cœur du Soleil, comme dans la plupart des étoiles du cosmos, à plus de 15 millions de degrés, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, en libérant une énergie colossale. Reproduire ce processus sur Terre, ce serait comme piéger un soleil dans une machine. Une énergie sans émission de CO2, sans déchets à longue vie et avec un carburant quasi inépuisable. Mais voilà, imiter une étoile n'est pas une mince affaire. Parce que c'est précisément le pari du projet ITER, situé à Cadarache, dans le sud de la France. Un chantier colossal financé par plus de 30 pays, qui vise à construire le plus grand réacteur de fusion expérimentale jamais conçu. Un appareil de 23 000 tonnes, une véritable cathédrale d'acier et de science, conçu pour contenir un mini-soleil sur Terre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de la fusion nucléaire. Vous allez voir, c'est un sujet hyper intéressant et contrairement à ce que vous pourriez croire, on va pas trop s'éloigner de l'astronomie, vous allez voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous m'avez découvert? Est-ce que c'était il y a 2 ans quand je faisais mes petites vidéos de 10 minutes? Est-ce que c'était il y a 1 an ou est-ce que c'est avec cette vidéo là ou est-ce que c'était récemment? Dites-moi parce que ça m'intéresse de savoir si actuellement il y en a qui sont vraiment des anciens de la chaîne ou alors il y en a qui viennent de me découvrir maintenant et si c'est ça, bah bienvenue. Pour vous, pour les nouveaux, si vous le saviez pas, sachez que vous pouvez rejoindre la chaîne. Ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs comme voir les vidéos en avant-première jusqu'à 1 semaine avant leur sortie officielle et vous avez plein d'autres avantages et pour la rejoindre vous pouvez scanner ce QR code là, sinon vous avez le lien en description ou alors si vous êtes sur ordinateur vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Et pour ceux qui ont Facebook ou Instagram, sachez qu'on peut discuter pas vraiment ensemble, mais vous pourrez rejoindre mon canal Instagram et Facebook. Et en fait, ça me permet à moi de vous envoyer des messages directement à vous dès qu'on fait une découverte en astronomie. Vous êtes d'ailleurs bientôt 100 000 à avoir rejoint le canal Instagram. C'est juste incroyable. Donc je compte sur vous, avec les gens qui regardent cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, rejoignez-le, s'il vous plaît. Et avant qu'on commence, sachez aussi que vous avez les vidéos en avant-première 1 jour avant leur sortie officielle sur Spotify. Donc le podcast s'appelle Mystère et Étoiles, il y a le QR code ici, sinon il y a le lien en description ou alors le lien en commentaire épinglé. Donc comme ça vous avez juste à cliquer et vous avez juste à vous abonner, on est d'ailleurs 30 000 là-bas donc pour ça merci beaucoup. Et sur ce, je vous embête pas plus, on est parti pour un sujet hyper intéressant, let's go. Et à l'intérieur de cette immense cathédrale d'acier, on génère un champ magnétique si intense qu'il est des milliers de fois plus fort que celui d'un aimant d'IRM, et bien plus puissant encore que ceux utilisés pour faire léviter un TGV. Destiné à enfermer un plasma de 150 millions de degrés Celsius, sans jamais le toucher. En réalité, ITER c'est bien plus qu'un laboratoire, c'est une aventure humaine, scientifique et technologique à l'échelle planétaire. Mais ce rêve d'une énergie propre pour toujours peut-il devenir réalité? Est-ce qu'on peut vraiment reproduire une énergie stellaire sur Terre, en laboratoire? Eh bien, oui. Maintenant, l'enjeu c'est de la faire durer et de la transformer. Mais avant d'en parler concrètement, on va aller voir en détail ce qu'il se passe vraiment dans cette étoile terrestre. Bon, déjà, point très important, j'ai parlé de fusion nucléaire et non pas de fission. Parce que de manière générale, quand on parle d'énergie nucléaire, on pense d'abord à ce qu'on connaît déjà, les centrales nucléaires, comme celles qui alimentent la France et qui produisent de l'électricité à grande échelle. Ces centrales fonctionnent grâce à la fission nucléaire. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire très simple, on prend un noyau très lourd, comme l'uranium-235, et on le casse. Ce processus libère une énorme quantité d'énergie, mais aussi des déchets radioactifs très durables et un risque d'accident. Parce que, même s'il est faible, l'histoire nous a montré qu'il reste présent. La fusion, c'est totalement l'opposé. Au lieu de casser un noyau lourd, on combine 2 noyaux très légers, des atomes d'hydrogène, pour en former un plus lourd, comme l'hélium. Et ce processus libère encore plus d'énergie, mais avec beaucoup moins de risques et presque pas de déchets durables. Mais surtout, c'est le processus naturel qui alimente les étoiles. Chaque seconde, le Soleil fusionne des centaines de millions de tonnes d'hydrogène. Et ce simple phénomène
suffit à éclairer et réchauffer toute la planète, pour vous dire un peu la puissance de cette énergie. Donc, sur le papier, la fusion a donc tout pour plaire. Elle est plus propre, plus sûre et plus durable. Mais dans la pratique, elle est réalisée sur Terre, dans un réacteur. C'est un véritable casse-tête technologique. Mais alors pourquoi? Eh bien pour comprendre pourquoi la fusion est si difficile à reproduire sur Terre, il faut plonger un instant dans le monde de la physique nucléaire. On va imaginer deux noyaux d'hydrogène. Tous deux sont chargés positivement et donc sont comme deux aimants identiques. Alors, ils se repoussent naturellement. Les faire fusionner, c'est comme tenter de faire entrer deux boules de billard dans la même poche en les lançant l'une contre l'autre à une vitesse folle. C'est très compliqué, mais c'est pas impossible. Parce que pour y arriver, il faut leur donner suffisamment d'énergie cinétique, donc de la vitesse, pour qu'elles surmontent cette répulsion. Et ça demande des températures hallucinantes. Environ 150 millions de degrés Celsius, soit environ 10 fois la température du cœur du Soleil. Mais pourquoi il faudrait chauffer autant? Eh bien, parce que sur Terre, on ne dispose pas de la pression gravitationnelle monstrueuse qui règne dans une étoile. Il faut donc compenser ce manque par la température. Mais c'est pas tout. Il faut aussi contenir ce plasma ultra chaud sans le laisser s'échapper ni toucher les parois du réacteur. Alors pourquoi ce plasma ne peut pas toucher les parois? Eh bien juste, imaginez, on parle d'un gaz chauffé à 150 millions de degrés. Et si ce plasma incandescent venait à frôler ne serait-ce qu'une milliseconde les parois métalliques, elles fondraient instantanément. Ce serait comme essayer de contenir une étoile dans une cocotte minute, sans protection. Et c'est là qu'entre en jeu un concept hyper important. Le concept de confinement. Un moyen de garder le plasma à la bonne température, mais surtout en l'isolant des parois en intérieur. Pour ça, il existe différents moyens de confinement. Il y a par exemple le confinement magnétique. En gros, des champs magnétiques ultra puissants tordent l'espace et sculptent le vide, pour créer une cage invisible qui maintient le plasma en suspension sans contact avec rien. L'autre méthode, en phase de développement, c'est le confinement inertiel. Ici, on utilise des lasers d'une puissance phénoménale pour comprimer une minuscule capsule de carburant, si vite et si fort qu'elle n'a même pas le temps de s'échapper avant de fusionner. Alors comme vous pouvez peut-être vous en douter, le confinement du projet ITER est un confinement magnétique, plus sûr. Mais dans les deux cas, le but est le même, maîtriser un feu stellaire sans qu'il brûle la main qui l'attrape. Et dans tous les cas, c'est un véritable défi d'ingénierie, parce qu'on parle de maintenir une soupe d'atomes en fusion à une température plus chaude que le cœur d'une étoile, dans une machine terrestre. Alors, ok, on a vu la différence entre les différents types d'énergie nucléaire et on commence à voir comment tout ça se met en place. Mais comment on allume ce réacteur? ITER, comme la plupart des projets de réaction à fusion, mise sur une combinaison bien particulière. Deutérium plus tritium. Bon alors, je sais que ça parlera pas à grand monde, alors petit point chimie du lycée. Le deutérium, c'est un isotope stable de l'hydrogène, avec un proton et un neutron. Il est hyper facile à obtenir parce qu'on en trouve tout simplement dans l'eau de mer. Le tritium, lui, c'est un isotope radioactif avec 2 neutrons. Il est rare dans la nature, mais on peut le produire à partir du lithium, un élément relativement abondant. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ces éléments et pas d'autres? Eh bien tout simplement parce que la réaction entre le deutérium et le tritium est celle qui demande la température la plus basse pour démarrer, et qui produit donc le plus d'énergie par réaction. Mais ce qui est libéré, c'est pas seulement de la chaleur, parce qu'à chaque réaction de fusion, un neutron très rapide est libéré. Il file à toute vitesse, comme s'il s'échappait du cœur du plasma, et il vient frapper les parois du réacteur. En faisant ça, il transfère son énergie à un circuit autour du réacteur. Un peu comme quand on chauffe une casserole sur des plaques à induction. Ce circuit contient un fluide caloporteur, un liquide ou un gaz qui transporte la chaleur. Et ce fluide va à son tour chauffer de l'eau pour produire de la vapeur. Et là, ça marche comme pour une centrale à fission nucléaire, ou même une centrale à charbon. La vapeur fait tourner les turbines pour créer de l'électricité. Donc, même si la source d'énergie change, le principe reste le même à la fin. Produire de la chaleur, faire de la vapeur, faire tourner les turbines et produire de l'électricité. C'est donc une fusion utilisable industriellement, pas seulement théorique. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, eh bien, on galère encore pas mal. Mais alors, si la fusion est si naturelle, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Eh bien, pour y répondre, on va se diriger directement à l'intérieur du Soleil. Et on va voir comment ça fonctionne dans une étoile. Bon, alors le Soleil, c'est une boule de gaz, de plus de 1 million de kilomètres de diamètre.
avec une masse équivalente à 330 000 fois celle de la Terre. Cette masse génère une pression gravitationnelle énorme, qui écrase littéralement les atomes d'hydrogène les uns contre les autres. Résultat, même si la température du Soleil n'est de que 15 millions de degrés Celsius, la pression est suffisante pour que la fusion ait lieu lentement, mais en continu. Et quand on compare ce qu'il se passe dans les réacteurs terrestres et le Soleil, on remarque que la réaction y est différente. En réalité, dans une étoile, il y a des réactions proton-proton. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand deux protons, donc des noyaux d'hydrogène, fusionnent. Et à la fin, plusieurs protons finissent par devenir un noyau d'hélium. Puis, une grande quantité d'énergie libérée. C'est un processus hyper lent, donc adapté au rythme d'une étoile. Mais comme on l'a vu, la Terre n'a pas une masse équivalente, et donc n'a pas une attraction gravitationnelle similaire à une étoile. Et sans cette gravité, elle doit compenser avec encore plus de chaleur. D'où les 150 millions de degrés Celsius nécessaires dans ITER. Et surtout, là où le Soleil peut se permettre d'être lent et inefficace, nous, on cherche à optimiser chaque réaction et à produire un maximum d'énergie dans un minimum d'espace. Donc en gros, ce qu'on cherche à retenir de ces bases, c'est qu'on cherche à dompter l'énergie d'une étoile sur Terre. Elle repose sur des réactions fondamentales qu'on connaît bien. Mais la vraie difficulté, c'est de reproduire les conditions extrêmes nécessaires à ces réactions dans un environnement contrôlé, sécurisé, industriel. C'est un défi digne de la science-fiction, et pourtant c'est exactement ce que tente de faire le projet ITER. Mais ce projet, c'est tellement plus que ça. Parce qu'avant tout, ITER c'est un projet scientifique unique au monde par son ampleur, sa complexité et son ambition. Pour vous donner quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, ITER, c'est 23 000 tonnes de matériel, ce qui représente le poids de 3 tours Eiffel. C'est aussi un réacteur de 30 mètres de haut, aussi large qu'un immeuble. C'est plus de 35 pays impliqués. Parmi eux, on compte tous les membres de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, etc. Bref, les plus grandes puissances économiques mondiales. Et tant qu'on en est à parler de puissance économique, est-ce que vous savez combien ce projet a coûté? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais le budget estimé se trouve autour de 20 milliards d'euros. C'est énorme. En fait, ITER, c'est surtout une coopération internationale historique, un peu comme une station spatiale internationale, mais sur Terre, et dédiée à l'énergie du futur. Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comment fonctionne cette étoile miniature terrestre? Eh bien, au cœur d'ITER, on trouve un appareil en forme de donut métallique, géant. C'est le tokamak. C'est lui qui va tenter de reproduire ce qui se passe au cœur du Soleil, mais en utilisant un autre moyen que la gravité pour contenir le plasma. Parce que comme on l'a vu, on ne peut pas avoir la masse du Soleil sur Terre. Logique. Mais à la place, on utilise quelque chose de tout aussi impressionnant. Un champ magnétique ultra puissant. En réalité, dans un tokamak, des aimants supraconducteurs créent un champ magnétique en spirale. Le but ici, c'est de piéger les particules du plasma en les forçant à tourner en rond sans toucher les parois. Le plasma reste suspendu là, dans un vide artificiel chauffé à 150 millions de degrés, et confiné comme dans un serpent de feu tournant dans une cage invisible. C'est tout bonnement une prouesse d'ingénierie. Le plasma est plus chaud que le cœur du Soleil, et pourtant, les aimants sont refroidis à moins 269 degrés Celsius, une température proche du zéro absolu. Autrement dit, on place l'un des matériaux les plus froids de l'univers à quelques mètres du plus chaud. Mais pour que le projet voie le jour, on a besoin de construire des composants hors du commun, de véritables œuvres d'art technologique. Mais concrètement, on parle de quoi quand on parle de ces pièces de puzzle géants? Bon, déjà, parmi les éléments les plus importants, on retrouve les aimants supraconducteurs. Ce sont eux qui créent le champ magnétique. Et pour obtenir et conserver cette température proche du zéro absolu, ils doivent être refroidis à l'hélium liquide pour devenir supraconducteurs, c'est-à-dire transporter des courants électriques énormes, sans aucune résistance. Autre composant essentiel au bon déroulement du projet ITER, c'est la chambre à vide. C'est précisément l'endroit où le plasma sera enfermé. Et contrairement aux aimants supraconducteurs, la chambre à vide doit résister à des températures extrêmes, à des pressions immenses, et rester parfaitement étanche. Mais imaginez, tout se passe bien, le réacteur tourne, et d'un coup, un imprévu. Une micro-fissure ou un défaut de soudure, bref quelque part, l'étanchéité cède. Le vide ne laisse pas place au doute. Dès que la faille apparaît, l'air extérieur est littéralement aspiré à l'intérieur, à une vitesse fulgurante, par un souffle, une détonation silencieuse.
comme si le vide tirait un trait instantané sur l'atmosphère autour. Un peu comme ouvrir un hublot d'avion à 10 000 mètres d'altitude. Sauf qu'ici, la pression est encore plus critique. Et les conséquences, encore plus brutales. Parce que le plasma, tenu jusqu'ici par des champs magnétiques dans un espace sans matière, entre violemment en contact avec les gaz et les parois. Et là, c'est le désastre thermique. Le plasma, à plus de 150 millions de degrés, touche les matériaux pourtant ultra résistants. Mais même les métaux les plus solides ne peuvent rien face à cette température. Ils fondent, se vaporisent et explosent par endroits. Les capteurs s'affolent, les champs magnétiques s'effondrent ou deviennent instables. Le système de confinement tente de s'arrêter en urgence et tout est coupé. Mais heureusement, il n'y a pas d'explosion nucléaire. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la fusion ne s'auto-entretient pas comme une fission. Si le plasma s'éteint, la réaction s'arrête immédiatement. Pas de réaction en chaîne. Pas de contamination radioactive massive. Le danger ici, il est mécanique et thermique, mais pas nucléaire. Les équipements seraient gravement endommagés, les composants détruits et des mois, voire des années de travail perdus. Mais personne ne mourrait et aucune pollution ne s'échapperait dans l'environnement. Mais bref, on parlait des différents composants essentiels au projet. On a vu les aimants supraconducteurs, les chambres à vide, et le dernier en liste, c'est le cryostat. Une gigantesque coque en acier inoxydable, qui entoure tout l'appareil pour maintenir les parties froides à très basse température. C'est le plus grand composant en acier inoxydable jamais fabriqué, un moyen sûr de conserver la température à l'intérieur. C'est un peu comme une gourde isotherme en acier inoxydable. Et voilà, chaque pièce de l'installation est à la limite des capacités humaines. Assembler, transporter et faire fonctionner tout ça ensemble, sans erreur, c'est déjà un exploit en soi. Eh bien oui, on parle d'ici de blocs de 800 tonnes, si larges et si lourds, qu'il a fallu élargir des routes entières, renforcer des ponts et même fabriquer des ronds-points démontables pour les faire passer. Ce parcours titanesque a été baptisé la route ITER, une sorte de pèlerinage technologique où chaque pièce de haute précision traverse des centaines de kilomètres, millimètre par millimètre, pour rejoindre le chantier. En gros, construire ITER, c'est comme assembler un puzzle de haute précision, à l'échelle d'un paquebot dans un chantier mondial, où chaque retard, chaque erreur peut coûter des millions. Bon, jusqu'ici, on a vu que la fusion nucléaire, sur le papier, c'est une promesse fabuleuse. Une source d'énergie propre, quasi inépuisable, inspirée du cœur des étoiles. Et ITER, cette machine monumentale, a été imaginée pour dompter ce feu stellaire sur Terre. Mais entre la théorie et la réalité de l'ingénierie, il y a un obstacle. Un ennemi invisible, turbulent, insaisissable. Et cet ennemi, c'est le plasma lui-même. Mais alors, qu'est-ce que le plasma exactement ? Eh bien, imaginez chauffer un gaz à des millions de degrés, tellement chaud que les atomes littéralement explosent. Enfin, plus exactement, les électrons sont arrachés de leur noyau. On ne parle plus alors de particules neutres, mais d'une soupe bouillonnante, électriquement chargée, composée d'ions et d'électrons libres. Et c'est ça, un plasma. Ni solide, ni liquide, ni gaz. C'est le quatrième état de la matière. Un état qu'on retrouve naturellement un peu partout dans l'univers. Dans le Soleil, les étoiles, les éclairs, les nébuleuses, les aurores boréales. Mais ici, sur Terre, recréer et maîtriser un plasma, c'est une autre paire de manches. Mais alors pourquoi ? Eh bien, parce que ce plasma, aussi beau et fascinant soit-il, est fondamentalement instable. C'est un peu comme vouloir maintenir en lévitation une flaque de gelée brûlante, sans qu'elle touche le moindre support, ni ne s'évapore. Et tout ça en sachant que si elle retombe, elle pourrait tout faire fondre sur son passage. Et les problèmes que ce plasma pose sont nombreux. Bon, comme on vient de le voir, le premier grand défi, ce sont les instabilités. Mais d'où viennent-elles ? En fait, dans le plasma, il y a des courants électriques qui se forment, des ondes qui naissent, des spirales de matière qui s'enroulent. Et parfois, tout devient chaotique, d'un coup. Le plasma sort de sa trajectoire, touche les parois, s'effondre. Un peu comme si un orage magnétique éclatait à l'intérieur de la machine. Le deuxième défi, c'est la perte d'énergie. Parce que même à 150 millions de degrés, ce plasma n'est pas stable thermiquement. Il rayonne, il s'échappe, il envoie des particules dans toutes les directions comme des mini-éruptions solaires. Résultat, on chauffe énormément, mais une partie de l'énergie produite se fait la malle. Et enfin, troisième et dernier point critique, l'érosion des matériaux. Eh bien oui, parce que malgré tout le soin apporté au confinement magnétique, il y a encore des
des ions ultra-énergétiques finissent par heurter les parois internes. Ils les endommagent, les usent, et parfois même les modifient chimiquement. Et ces particules arrachées aux matériaux viennent polluer le plasma, le refroidir et rendre la fusion encore plus difficile. Donc en gros, le plasma, c'est un animal sauvage qu'on tente de dompter. Il brûle, il griffe, il s'agite, et pourtant, c'est lui qui porte la promesse de l'énergie de demain. Alors comment faire face à un tel défi? D'abord, le premier pas d'une démarche scientifique, on observe. L'avantage d'un énorme projet comme ITER, c'est qu'il est truffé de diagnostics, de capteurs ultra précis qui suivent en temps réel les mouvements, la température et même la densité du plasma. Un peu comme des médecins qui écoutent battre le cœur d'un soleil miniature. Ensuite, on complexifie les champs magnétiques. En réalité, on ne se contente pas de faire tourner le plasma en rond dans une boucle simple. Non. En fait, les ingénieurs dessinent des champs plus compliqués que ça. Un peu comme des spirales ou des vrilles, parfois même qui bougent. Le but de la manœuvre étant toujours de mieux tenir le plasma en place et l'empêcher de s'échapper, pour le stabiliser et pour l'enfermer dans une cage invisible, mais efficace. Et enfin, l'aspect recherche, on essaie de développer des matériaux de nouvelle génération, capables de résister à des flux thermiques extrêmes. Par exemple, du tungstène, qui fond à près de 3400 degrés Celsius, ou encore des parois liquides en lithium, capables d'absorber les chocs et de se régénérer. Bref, les idées, c'est pas vraiment ce qui manque. Et tous les types de matériaux sont passés au peigne fin. En fait, faudrait pas passer à côté de celui qui pourrait tout changer. Tout est étudié, testé, analysé. En fait, on cherche le matériau miracle, celui qui fera la différence. Mais au final, tous ces efforts visent un but ultime très simple à dire, mais incroyablement difficile à atteindre. Obtenir un gain d'énergie, aussi appelé Q. Mais on essaie de faire en sorte que ce gain d'énergie soit au moins supérieur à 1 Q. Mais c'est quoi un Q concrètement? Je voulais plutôt dire c'est quoi Q concrètement, le craquage complet là. Moi c'est un peu la fatigue, hein. C'est parce que ça fait longtemps que je tourne, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaît. Et ouais, bon reprenons. Donc comme on l'a dit, le Q c'est le gain d'énergie du réacteur. Autrement dit, est-ce qu'on produit plus d'énergie par la fusion qu'on en dépense pour chauffer, confiner et maintenir le plasma? Eh bien non. Aujourd'hui, dans les machines expérimentales, Q est toujours inférieur à 1. Ça veut dire qu'on consomme plus qu'on ne produit. Donc l'objectif, pour être rentable d'un point de vue énergétique, c'est de produire autant que l'on consomme. Donc c'est Q égale à 1. Mais c'est pas très intéressant de s'arrêter à 1. Non. ITER, lui, vise à un Q égal à 10. Ça veut dire de produire 10 fois plus d'énergie que celle injectée dans le plasma. Ce serait une première mondiale. Sauf un saut quantique vers une fusion contrôlée. Et surtout, une preuve que l'étoile artificielle peut fonctionner. Donc en gros, le plasma est à la fois notre plus grand espoir et notre plus grand défi. C'est lui qui porte l'énergie des étoiles. Au cœur de la fusion. Mais c'est aussi lui qui menace à chaque instant de nous échapper. C'est pourquoi les physiciens du monde entier travaillent à le comprendre, à le contrôler et à le dompter. Quelque part, il est ce feu sacré que l'on tente d'apprivoiser. Parce que si on y parvient, ce ne sera pas seulement un exploit technique, ce sera le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Bon, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'ITER. Mais ITER, aussi impressionnant soit-il, n'est pas seul dans la course à la fusion nucléaire. Un peu partout dans le monde, d'autres projets, d'autres technologies, d'autres visions sont explorées. Et chacune d'elles pourrait peut-être ouvrir une autre voie vers l'énergie des étoiles. D'abord, il faut comprendre que la fusion contrôlée peut être tentée par différentes méthodes. Mais lesquelles? Eh bien, comme on l'a vu, ITER, lui, utilise la méthode du tokamak, basée sur un confinement magnétique. On enferme le plasma dans un champ magnétique torique en forme d'anneau pour l'empêcher de toucher les parois. Mais d'autres approches existent. Aux États-Unis, par exemple, le National Ignition Facility, NIF, utilise une méthode totalement différente, le confinement inertiel par laser. L'idée ici, c'est de concentrer 192 lasers ultra puissants sur une petite capsule contenant du deutérium et du tritium. La pression est si énorme qu'elle imite une mini-explosion thermonucléaire. D'ailleurs, en décembre 2022, NIF a annoncé un résultat historique, un Q légèrement supérieur à 1, pour la première fois, mais uniquement à l'échelle d'une réaction unique, donc pas en continu. En gros, ils ont réussi à produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, mais seulement sur une réaction.
ce qui vous me direz est déjà une très bonne avancée. Autre exemple, en Allemagne, un autre projet expérimental pousse dans une direction encore différente. Le Wendelstein 7X, un stellarator. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un type de réacteur qui cherche à stabiliser le plasma en permanence grâce à un champ magnétique très complexe. Mais la différence avec ITER, c'est que le champ magnétique est fixe, donc pas besoin de courant circulant dans le plasma comme dans les tokamaks. Résultat, le plasma est plus stable, mais le design est incroyablement compliqué. Littéralement, des bobines torsadées comme un spaghetti 4D. Et enfin, faut pas oublier le secteur privé qui est aussi invité dans la partie. Des entreprises comme Elion Energy promettent des réactions plus petites, plus rapides à construire et basées sur de nouveaux matériaux, notamment des aimants à haute température supraconducteurs. Leur approche est souvent plus ingénieuse, plus innovante, mais aussi parfois un peu plus optimiste que réaliste. Donc, on verra bien qui gagnera cette course. Bref, la fusion nucléaire est aujourd'hui un véritable terrain d'innovation mondiale. Et ITER, avec son approche publique, scientifique, internationale, n'est qu'un joueur. Mais c'est le plus ambitieux. Parce qu'ITER, au-delà de son aspect technologique, c'est aussi une aventure humaine, politique, hors du commun. 35 pays y participent activement. C'est le plus grand projet scientifique collaboratif depuis la Station Spatiale Internationale. Les composants du réacteur sont fabriqués aux 4 coins du globe, puis transportés vers Karadash, en Provence, où ils sont assemblés comme un gigantesque puzzle de précision. C'est un effort collectif qui dépasse les frontières, les cultures et parfois même les tensions diplomatiques. Dans un monde fragmenté, ITER est un rare exemple de coopération à long terme sur un enjeu global, l'énergie. Mais si on est honnête, le projet ITER n'est pas sans défaut. Il a connu de nombreux retards, des dépassements de budget et des complexités administratives. Parce qu'à la base, ITER était initialement prévu pour produire son premier plasma vers 2020. Ce sera finalement pas avant 2025, voire 2026 ou 2027, pour les opérations significatives. Le coût total dépasse aujourd'hui plus de 20 milliards d'euros. Et il faut garder en tête une chose, ITER n'est pas un démonstrateur, un prototype de très haute précision. Son objectif n'est pas de produire de l'électricité pour le réseau, mais de prouver que la fusion est possible à grande échelle. Mais alors, dans quel but du coup? Eh bien en fait, la suite est déjà toute tracée. Si ITER réussit à atteindre ses objectifs, il ouvrira la voie à une nouvelle machine. DEMO sera le vrai prototype industriel, celui qui devra transformer l'énergie de fusion en électricité, reliée au réseau, avec une production continue et un Q supérieur à 10, et une autonomie partielle en tritium. On parle ici de la décennie de 2050 pour les premiers prototypes. Enfin, si tout se passe bien. Autrement dit, ITER est une étape cruciale, mais pas une fin en soi. C'est le pont entre la science fondamentale et l'énergie utile, entre le rêve et l'usage concret. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? Eh bien, la France vient de franchir une étape majeure dans la course à la fusion nucléaire. Le 12 février 2025, le tokamak ouest, situé à Karadash, a établi un nouveau record mondial en maintenant un plasma à 50 millions de degrés Celsius pendant 1337 secondes, soit un peu plus de 22 minutes. Ce record dépasse de 25% le précédent détenu par le tokamak Est en Chine. Et cette performance démontre la capacité de la France à maîtriser le plasma sur des durées prolongées. Une avancée cruciale pour le développement de réacteurs à fusion stable et efficace. Parallèlement, le projet ITER progresse dans sa phase d'assemblage. Les composants principaux, tels que les aimants supraconducteurs et la chambre à vide, sont en cours d'installation. L'objectif, c'est de produire le premier plasma vers 2025-2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'à une réaction complète deutérium-tritium dans les années 2030. En gros, la France est à la pointe de la recherche de la fusion nucléaire, avec des avancées significatives tant sur le plan expérimental que dans le cadre du projet ITER. Ces progrès nous rapprochent un peu plus de l'objectif ultime, maîtriser l'énergie des étoiles pour une production d'électricité propre et durable. Parce qu'au fond, la fusion pose une question bien plus large. Pas seulement peut-on la faire fonctionner, mais que veut-on en faire? Et là, on sort des laboratoires, on entre dans le monde réel, celui des besoins énergétiques, des enjeux climatiques et des choix politiques et même des peurs collectives. Alors, la fusion, au XXIe siècle, mythe ou solution, eh bien, c'est ce qu'on va voir rapidement. Bon, déjà, quand on parle de fusion nucléaire, des promesses sont impressionnantes. Une énergie quasi limitée puisque le deutérium est présent dans l'eau de mer,
Et le tritium peut être produit à partir du lithium, qui est lui aussi du coup très abondant. C'est une production complètement décarbonée, c'est-à-dire pas d'émissions directes de CO2 pendant le fonctionnement. Pas de déchets radioactifs de longue durée, contrairement à la fission. Et aucun risque de réaction en chaîne incontrôlable. Si une fusion dérape, elle s'arrête, toute seule. Mais tout ça, ça reste encore hypothétique. Tant que les réacteurs comme ITER n'ont pas démontré leur efficacité énergétique sur la durée, ces promesses restent en suspens. La fusion est une solution réelle, mais pas encore disponible. Mais il va bien arriver un moment où on y arrivera. Et ça, on en est certain. Alors la fusion est-elle le joker tardif? Eh bien les avis sont partagés. Pour certains, la fusion arrivera trop tard pour peser dans la course du zéro carbone en 2050. Pour d'autres, c'est justement une solution de deuxième vague. Elle viendra prendre le relais après les renouvelables en stabilisant le réseau avec une production continue et pilotable. L'idéal, c'est de ne pas opposer, mais de combiner les approches. La fusion ne sauvera pas seule le climat, mais elle pourrait durablement changer le paysage énergétique du XXIe siècle. Mais ça, c'est si les gens l'acceptent. Je m'explique. Même si elle n'a rien à voir avec la fusion reste associée au mot nucléaire, ce qui peut susciter méfiance et confusion dans l'opinion publique. Beaucoup se demandent s'il y a des risques radioactifs ou de déchets potentiellement dangereux. D'autres encore pensent que ce n'est qu'un prétexte pour la création d'une nouvelle arme. Donc il faudra éduquer, expliquer et rassurer. La fusion peut en partie sauver notre avenir, mais pour ça, elle doit nécessiter de la transparence et des débats publics clairs. Si on part du principe que la fusion fonctionne comme attendu, les réacteurs industriels comme Demo pourraient arriver dans les années 2050-2060. Ensuite, une généralisation progressive, d'abord dans les pays les plus industrialisés, puis partout. On pourrait assister à une véritable révolution énergétique planétaire, avec une bascule vers une production massive, stable et propre. Mais à l'inverse, si les défis techniques restent trop complexes, la fusion pourrait rester cantonnée à un rôle marginal, ou simplement expérimental. C'est pourquoi les décisions prises aujourd'hui en termes de recherche, d'investissement et de coopération internationale sont cruciales pour dessiner le futur. Bon, on l'a compris, la fusion nucléaire n'est pas qu'un exploit scientifique. C'est aussi une promesse énergétique, mais une promesse encore fragile à long terme, qui dépend donc autant de la recherche que des choix de la société. Elle pourrait révolutionner notre rapport à l'énergie, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et offrir une solution durable pour un monde en mutation. C'est peut-être une solution universelle, indépendante du vent, du soleil ou des saisons. Et surtout, une puissance phénoménale pour alimenter un monde toujours plus gourmand en énergie. Alors non, ITER ne changera pas le monde dès demain, mais il marque un tournant décisif, la preuve que l'humanité est capable de viser haut, de construire ensemble et d'investir aujourd'hui pour répondre aux défis de demain. Mais vu qu'on a parlé de fission nucléaire, j'aimerais vous parler d'une chose. Est-ce que vous connaissez la force qui permet justement la fission nucléaire? Il s'agit là de la force la plus puissante de l'univers, et pourtant, c'est la plus minuscule. Alors pourquoi est-ce que la force la plus puissante de tout l'univers agit à une échelle extrêmement petite, de la taille des atomes, voire moins? Eh bien je réponds à cette question dans cette vidéo-là que j'ai sortie récemment. Et si vous souhaitez changer de sujet, eh bien je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans vous poser trop de questions. C'est une playlist sur le meilleur de l'astronomie, donc mes meilleures vidéos, donc forcément que vous allez aimer. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci aux gardiens de l'univers, donc les membres de la chaîne. Merci, dédicace à vous tous. N'oubliez pas que mes vidéos sont disponibles un jour avant sur Spotify à chaque fois. On se retrouve très bientôt, c'était Zbordos, à plus tard.